le brouillard se dissipe donc sur le début de cette opération. Et il apparaît que, sans doute pour la première fois depuis très longtemps dans cette guerre, les Ukrainiens ont effectué un faux pas. Un faux pas de taille. Faut-il l'appeler erreur tactique? Faut-il l'appeler erreur d'appréciation? Ou faut-il l'appeler aléa de la guerre? C'est à vous qu'il reviendra d'en juger dans quelques instants. Mais en tout cas, cette grosse perte est immédiatement exploitée par Moscou. Oui, quantité de chars ou d'armements occidentaux ont bel et bien été saisis par les Russes à cette occasion. C'est un revers et il apparaît maintenant dans toute sa clarté, en tout cas de plus en plus clair. De quoi s'agit-il? Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Les Russes exhibent donc ces dernières heures du matériel occidental dernier cri conquis lors des tout premiers combats face à l'armée ukrainienne. Oui, les voici, ces images publiées par le ministère de la Défense russe. On y voit des soldats présentés comme ceux de l'unité Vostok. Ils s'agitent autour de blindés à l'arrêt sur le champ de bataille. L'un d'eux précise ce qu'est son butin. Что там, Роман? О, ты граник. РПГ-22, да? О. А вот он, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта техника. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! Vous avez bien entendu un char Léopard de fabrication allemande, un véhicule de combat d'infanterie Bradley de fabrication américaine. Je vous laisserai juge, mais au premier coup d'œil, on est bien devant du matériel occidental. Bon, peut-être Pierre, vous pouvez confirmer qu'il s'agit bien effectivement de Bradley et de Léopard. Est-ce qu'on peut le dire avec certitude Le Léopard, ça paraît clair. Le Bradley, on voit des parties de véhicules. Mais je veux dire, à la guerre, c'est pas du tout anormal de perdre du matériel. Alors ça, on va commenter en détail. Mais... Sur le Bradley, là, je donne ma langue au chat. Peut-être que Jean-Dominique est plus... Je suis comme toi. Voilà. Bon. En tout cas, des Bradley étaient engagés. Sur d'autres images, on voit des Léopards, des Bradley, des Humvee également. Les Russes parlent du fait qu'ils auraient touché des AMX-10 RC français, mais je ne les ai pas vus à l'image. Et on a quand même... Enfin bon, on verra, on pourra commenter après, mais bon, il y a un peu les mêmes images qui tournent en boucle. Voilà, on va les commenter en détail, mais enfin, il s'agit bien de toute évidence du matériel occidental et Sergueï Shoïgu ou Vladimir Poutine s'en félicite à grands cris. Oui, un peu plus tard, le ministère de la Défense russe revendique des chars Léopard et des véhicules Bradley d'infanterie. Ce sont maintenant nos trophées. Et Vladimir Poutine dresse lui-même un premier bilan du matériel conquis. Écoutez-le. Что касается бронетехники, там вообще вещи еще так более серьезные. Значит, они за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа. Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь со стороны Украины. Voilà. Et encore une fois, c'est très rare d'entendre Vladimir Poutine commenter les actions militaires sur le terrain. Donc on est sur un bilan astronomique de chars occidentaux saisis. Est-ce que ça correspond à une réalité? Et deuxième question, comment expliquer, on y voit plus clair maintenant, que s'est-il passé pour que les Ukrainiens encaissent ce premier revers de taille? Eh bien, on n'est sans doute pas à des centaines de chars et de véhicules blindés, comme le dit Poutine, mais effectivement, on peut supposer qu'il y a bien eu une erreur tactique. Regardez ces images tournées
quelques minutes avant la scène. On est aux premières heures de la contre-offensive sur le front sud de Zaporijjia. Et ce que vous apercevez, ce sont des chars ukrainiens. On en dénombre au moins 9, les uns à côté des autres, très rapprochés. Ils sont visiblement à l'arrêt. Pour notre consultant Michel Goya, c'est la première erreur. Là, ce que l'on voit sur ces images, en tout cas, c'est une unité qui n'a pas pris de distance, on appelle ça des distances de sécurité, qui est vraiment collée les uns aux autres et qui constitue une cible relativement facile. Ça ne rate pas. Un drone russe ennemi les repère et tire. Autre scène, quelques instants plus tard, on est en caméra embarqué à bord de l'un des chars Bradley ukrainiens. Le char tire sans doute sous le feu des Russes, puis il laisse passer devant lui, vous allez le voir, un autre blindé ukrainien. Il tire à nouveau, laisse passer un deuxième char qui prend feu, sans doute roulant sur des mines. Le char Bradley va jusqu'à déclencher son système de fumigène. Le nuage épais permet aux soldats de fuir en étant en partie camouflés. On sent comme un vent de panique. C'est la deuxième erreur, selon Michel Goya. Et lorsque le tir commence, ils sont complètement désemparés. Ils n'utilisent pas, par exemple, les fumigènes pour essayer de se cacher. Lorsqu'ils essaient de se déployer, ils tombent sur des mines qui sont à proximité. Au total, donc, double erreur, selon Michel Goya. La première, c'est le regroupement de chars. La deuxième, c'est la précipitation des hommes sur les champs de mines. Autrement dit, il y a sans doute un manque de préparation. C'est ce qu'expliquait notamment le général sur notre plateau, le général Trinquant. Écoutez-le. Distance, distance. C'est classique dans l'armée. Distance, distance. Les hommes ont tendance à se rapprocher pour être... Et en fait, il faut garder des distances pour pouvoir d'abord avoir un champ de tir beaucoup plus large et puis offrir moins de cibles. Comprenez bien que quand vous êtes serré, il suffit d'un tir et puis vous en tuez plusieurs, quoi. Merci Lucille. Alors, plusieurs questions. C'est vrai que cette armée ukrainienne dont on loue l'ingéniosité, l'agilité, la bravoure, peut-être on ne s'attendait pas à ça pour les débuts de cette contre-offensive. Est-ce qu'on est là dans les aléas de la guerre ou est-ce qu'il y a eu une faute ou un problème d'estimation du théâtre de la guerre par cette armée ukrainienne, Pierre? Alors, moi, honnêtement, avec les éléments que l'on a, les différentes vidéos assez parcellaires sur lesquelles on peut travailler, moi, je me sens absolument incapable de dire il y a eu des erreurs. La guerre, c'est un tissu d'erreurs. Dès qu'on travaille sur l'histoire militaire, voilà, c'est extrêmement compliqué. Et pour analyser sereinement, il faudrait savoir ce qui s'est passé juste avant. Vous voyez, parce que bon... pour savoir si véritablement une unité s'est engagée de façon un peu trop légère à tel ou tel endroit. Là, ce qui me frappe sur les images qu'on vient de voir juste à ce rassemblement de véhicules, on voit une dernière frappe, mais on voit aucun personnel sortir des véhicules. Bon, il y a plusieurs vidéos comme ça russes où on voit des véhicules qui sont très proches les uns des autres. J'arrive pas à comprendre comment les véhicules ukrainiens ont pu se retrouver au même endroit et être détruits au même endroit. Je me suis même posé la question, je ne veux pas avoir un esprit de système, si les Russes, pour faire la photo, n'avaient pas détruit effectivement ces véhicules et s'ils ne les avaient pas rassemblés pour faire une sorte de trophée, pour que c'est un impact visuel plus fort. Donc, ah oui, vous doutez carrément de... Mais entre guillemets, c'est de bonne communication et de bonne propagande. S'ils ont tapé ces véhicules, ou si ces véhicules ont sauté sur des mines échelonnées dans un champ de mines, où ils ont sauté les uns derrière les autres, les équipages sont partis. On ne voit pas de corps en bas des véhicules. Toutes les scènes de guerre de la Deuxième Guerre mondiale sur les combats de chars ou de véhicules blindés, vous voyez des corps qui brûlent à côté des blindés, etc. Là, je ne les vois pas et je les trouve assemblés de façon étrange. Mais, encore une fois, je reconnais que moi, je suis d'une extrême prudence parce que je n'ai pas l'ensemble de la picture. Je connais bien les opérations militaires, je suis allé sur pas mal de théâtres de guerre, et en fonction du moment que vous saisissez de ce qui vous apparaît, voilà, on en tire des conclusions. Alors, qu'il puisse y avoir des erreurs, des échos qu'on avait de la préparation du corps d'offensive ukrainien, 70 000, 80 000, dans les doutes qui étaient émis par des officiers occidentaux, c'était les Ukrainiens n'ont jamais fait ce qu'on appelle d'offensive de grand style. Sur Kharkiv, ils ont engagé 20 000 hommes
sans appui d'artillerie, parce que c'est rentré comme dans du beurre chez les Russes. Là, on est sur une zone beaucoup plus importante, et les Ukrainiens n'ont pas... Ils se sont entraînés, ils se sont préparés, il y a une planification, on en redira peut-être un mot, donc tout ça est parfaitement fait. Mais après, quand vous rentrez dans le dur, eh bien, c'est la découverte sur le terrain, c'est le commandement qui est fragile ici, qui est fort là. Juste, je vous donne un détail. En 1939, les Allemands attaquent la Pologne. Ça a été considéré comme une partie de santé, entre guillemets, par les Allemands et les Russes qui ont attaqué de l'autre côté. Et en fait, les retours d'expérience des Allemands sur la Pologne avant la campagne de France montrent un nombre d'erreurs très importants, des défauts de commandement, des fragilités de commandement humain, c'est-à-dire des chefs de compagnie, des commandants de compagnie, etc., qui ont craqué. Oui. Parce que c'est une armée, l'armée allemande de 1939, c'est une armée qui a été reformée en 1935, qui est tout à fait neuve. Donc voilà, qu'il puisse y avoir des erreurs, etc., ça me paraît tout à fait normal. Mais rapidement, d'un mot, voilà. Pierre, le fait que ces chars occidentaux, Léopard, donc de haute technologie, tombent aux mains des Russes, est-ce que ça peut être dommageable sur le moyen terme pour l'Ukraine ? Non, je ne pense pas. Il y a 170 chars Léopard 1 et 2 de mémoire, plus tous les chars qui appartiennent à l'armée ukrainienne. Nécessairement, il y en a qui vont être détruits, il y en a qui vont être capturés. Alors, on peut compter... Simplement, ils n'ont pas du coup accès à une technologie qu'ils ne possédaient pas ? Non, je ne pense pas. Jean-Dominique aura peut-être des éléments plus complémentaires, mais je ne pense pas qu'ils vont découvrir des trésors. Ils vont certainement cannibaliser un certain nombre de pièces à l'intérieur des chars Léopard, mais je ne pense pas qu'ils vont découvrir des merveilles qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Alors Jean-Dominique, quand on qualifiait première grosse erreur tactique de l'Ukraine, les débuts manqués de la contre-offensive, je vous voyais... dire non de la tête. Vous posez la question de savoir si c'est une erreur tactique, une bêtise humaine ou un aléa de la guerre. Je dirais les deux. Les deux, mon général. Les deux, mon général ou mon colonel ou mon adjudant, ce que vous voulez. Mon général. Il y a plein de généraux. Parce que les aléas de la bêtise... l'erreur, le truc qui se passe mal parce que ça se passe mal et on ne sait pas tellement pourquoi ça se passe mal, ça fait partie des aléas de la guerre. C'est même le principal aléa de la guerre, en fait. Les choses ne marchent jamais comme on voudrait que ça marche à la guerre. Il y a une vraie phrase militaire qui dit la première victime de toute opération militaire, c'est justement le plan d'opération. C'est la première chose qui ne marche plus dès lors qu'on est engagé sur le terrain. Donc, bon, clairement... d'après ce qu'on voit, les militaires ukrainiens qui ont été engagés dans cette affaire ne se sont pas comportés comme ils auraient dû se comporter. Ils ont multiplié un certain nombre d'erreurs et ils nous avaient mal habitués, si j'ose dire. C'est-à-dire les opérations à Kherson, à Kharkiv, mais on avait parfaitement exécuté. Absolument. Mais peut-être qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas vues aussi. Voilà. Mais en tout cas, bon, je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils se sont pris une dérouillée. Ils n'ont pas été bons sur ce coup-là, clairement. En même temps, de quoi on parle ? On parle de 8-9 blindés. Alors, en termes militaires, c'est pas grand-chose. En termes médiatiques, politiques, de communication, c'est clairement une catastrophe pour les Ukrainiens. Voilà. Ça, pour eux... ils avaient plutôt envie d'annoncer de bonnes choses. Ils se retrouvent avec ces images de chars Léopard aux mains des Russes. C'est pas terrible, quoi. Voilà. Donc, militairement, ça n'aura pas de grosses conséquences. Politiquement, médiatiquement, psychologiquement, ça en aura sans doute beaucoup plus. Juste une dernière petite chose. On constate quand même que les chars occidentaux, les blindés occidentaux, résistent extrêmement bien. C'est-à-dire, on peut les immobiliser, on peut les détruire, mais manifestement, leurs équipages sont protégés. Parce qu'on voit les gens quitter Ça veut dire que ça, on le savait déjà, on l'avait déjà vu au sud du Liban avec les blindés israéliens. Les blindés israéliens étaient tapés par le Hezbollah, immobilisés, détruits. Il y avait relativement peu de pertes humaines. Et manifestement, là, il n'y a pas eu beaucoup de pertes humaines du côté ukrainien. C'est très juste, une toute petite précision technique. Sur les chars occidentaux, le compartiment dans lequel se trouvent les obus, les munitions, est complètement blindé et séparé de l'équipage. Dans les chars de fabrication soviétique, c'est open bar à l'intérieur, donc dès qu'il y a un tir direct dans le char,
on le voit effectivement décaloter, c'est-à-dire la tourelle explose et l'équipage est instantanément tué. Vera et les Russes et Vladimir Poutine qui plastronnent ce soir et qui exhibent leur trophée. Bien sûr, c'est une occasion finalement de montrer quelques succès, si on peut dire comme ça, dans cette guerre. Parce que depuis longtemps, il y avait très peu de succès. Et en plus, en même temps, en parallèle, même si on se focalise sur ces 10 chars et tanks, quand même, en parallèle, il y a les offensives ukrainiennes qui ont du succès sur le terrain. Ça, on va y venir. Voilà, donc Poutine, bien sûr, essaie d'utiliser cette occasion pour un peu monter la morale. C'est pourquoi elle rencontre avec les blogueurs au Kremlin. C'est assez rare que ces gens-là, qui étaient très marginaux dans la société russe, qu'ils sont accueillis au Kremlin à ce niveau. Mais surtout, si Poutine voulait comparer un peu les pertes, il aurait dû aussi mentionner peut-être les pertes d'équipement russe. Parce qu'ici, il y a aussi les chiffres qui sont beaucoup plus impressionnants que 10 unités d'armement ukrainien. Sur ces toute première bataille, vous voulez dire? Non, je veux dire depuis la guerre. Ah oui, depuis la guerre, il y a des milles de tanks russes qui ont été saisis par les Ukrainiens. On les a vus dans les villes ukrainiennes, à Kiev, en fait, les exposer et les enfants jouer avec. Donc, ça fait partie de la guerre. Ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ça fait partie des situations qui se passent. Et la Russie elle-même a perdu énormément, d'après les données que j'ai vues, 3 fois plus des unités d'équipement que l'Ukraine. Donc ça arrive, ça ne montre pas grand-chose et bien sûr il faut tenir en compte que Poutine essaie d'utiliser ça pour communication et pour cacher quand même les problèmes qu'il a sur le front. C'est ce qu'on a vu, mais je précise simplement qu'ici, et je le redis souvent, on ne met pas sur le même plan l'Ukraine et la Russie. Il y a un agressé, il y a un agresseur, il y a une démocratie, il y a un régime autoritaire. Mais quand l'Ukraine connaît des problèmes, quand l'Ukraine encaisse un revers, on le dit, on en parle et on ne cache rien. C'est un revers, là, clairement. C'est un revers, clairement. Yves, la morale de l'histoire pour vous. Un petit revers, mais c'est un revers. Sauf que les chiffres annoncés par Poutine sont tout à fait... fantaisistes, visiblement. Parce que 120 chars et autant de véhicules blindés, ça dit quelque chose d'ailleurs, des libertés qu'on peut prendre par rapport à la réalité. Et c'est une propagande qui est tellement éloignée de la réalité, même si c'est effectivement préoccupant du côté ukrainien. Alors simplement, en voyant ces images et en réagissant à ce que disait Pierre Servan, selon lesquels peut-être qu'on aurait bougé après ces différents chars pour prendre une photo. Moi, ça m'a fait penser à une autre photo, un autre film qu'on a tous vu en mars 2022, cette fameuse colonne de chars russes au nord de Kiev, qui a ridiculisé complètement les Russes aux yeux de tous les médias et de l'opinion mondiale. Est-ce qu'on n'a pas voulu ici trafiquer un peu les images pour répondre à cette image où on avait aussi des chars, souvenez-vous, qui étaient immobilisés l'un à côté de l'autre, d'ailleurs ne pouvant plus avancer. La colonne faisait 60 km. Voilà, et il y avait un char qui avait explosé, tous les autres étaient bloqués et étaient devenus très, très vulnérables. Voilà, bon, c'est juste une réflexion que je me faisais en voyant ces images. Bon. Dernier point, immédiatement, on se tourne vers Berlin en particulier, puisque c'est des léopards allemands, et le ministre de la Défense, Pistorius, voilà ce qu'il indique, nous ne pourrons pas remplacer tous les chars qui sont maintenant hors service. Donc, ça ne représente pas une quantité énorme de chars, mais comme beaucoup de pays occidentaux où l'effort industriel touche ses limites, l'Allemagne affiche la couleur. Nous ne pourrons pas remplacer tous ces chars. On ne parle pas de 50 chars, on parle visiblement d'une dizaine de chars. C'est une erreur de communication. Moi, je trouve que dans allemande, il faut pas du tout afficher la copie de cette façon et dire des choses comme cela. Les Ukrainiens sont engagés dans une phase extrêmement déterminante et importante. La communication, Jean-Dominique a souligné le fait que, effectivement, le Kremlin va utiliser à fond, même si ce ne sont que 5, 6, 7, une dizaine de chars léopards. Évidemment, ça va nourrir le fameux narratif sur « mais regardez, c'est le retour des nazis avec leurs blindés, etc. » Mais donc, les Occidentaux, les responsables politiques occidentaux doivent peser au trébuchet la moindre de leurs paroles dans cette période. Et ça, pardonnez-moi, c'est une vraie connerie. Au moins, c'est dit, et c'est dit.